C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, Conseil des ministres d'hier mercredi, plusieurs décisions en ont découlé, notamment la création d'une société de production audiovisuelle à suivre l'intégralité. Du 4 au 8 novembre prochain, Cotonou abrite la Semaine du numérique 2024. Thème de la rencontre, numérique et médias, nouveaux canaux, nouveaux défis. En prélude, Uvaïs Balogun évoque quelques attentes. Et puis la foire du consommant local a pris fin dans les départements de la Takora et de la Donga. Paris visiblement gagné pour la promotion du Made in Benin. La clôture a été marquée par une cérémonie officielle. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Hier mercredi, les membres du gouvernement ont tenu leur rencontre hebdomadaire. Plusieurs décisions en ont découlé. On fait le point avec le porte-parole du gouvernement. Le président de la République, M. Patrice Talon, a conduit la séance du Conseil des ministres de ce mercredi 30 octobre 2024, sanctionnée par les décisions dont voici la teneur. S'agissant des mesures normatives, création du Centre national des produits biologiques à usage vétérinaire. Les principales maladies auxquelles sont sujets les animaux d'élevage ont une incidence économique réelle sur la production et constituent une limite à leur développement. Pour lever cette contrainte et contribuer à terme à l'accroissement du cheptel, de la productivité et à la compétitivité des filières animales, l'accent doit être mis sur la prophylaxie médicale qui consiste en des soins préventifs. Elle suppose la disponibilité en quantité, en qualité et en temps réel des vaccins à l'échelle nationale. Aussi, au regard des enjeux actuels, convient-il que le centre dédié mis en place au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche soit restructuré pour générer plus d'impact au profit du sous-secteur de l'élevage. C'est pourquoi le Conseil a décidé de l'ériger en établissement public dont les statuts sont, par la même occasion, approuvés. Il sera notamment chargé de assurer la disponibilité permanente, la qualité et la distribution des produits biologiques à usage vétérinaire sur l'ensemble du territoire, accroître les capacités de contrôle des maladies animales à travers les laboratoires vétérinaires, fabriquer sur place des vaccins vétérinaires de qualité. Les ministres concernés prendront les dispositions nécessaires à son opérationnalisation. Comme autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant création et approbation des statuts du Centre d'assistance psychiatrique et d'accompagnement des personnes en situation de mendicité, puis de la Société de productions audiovisuelles SOPA SA. Au chapitre des communications, en point 1, indemnisation des personnes affectées par le projet de construction du quartier culturel et créatif de Cotonou, de sa base logistique et autres bâtiments connexes. Certaines infrastructures impactées par le projet sont implantées sur le domaine dédié et appartiennent à des particuliers. Une évaluation immobilière a donc été faite aux fins de verser aux personnes affectées des indemnités de dédommagement après déduction des loyers dus par chacune d'elles au titre des baux amphithéotiques qui les lient à l'État. En point 2, contractualisation pour la gestion opérationnelle de l'assurance maladie du projet Assurance pour le renforcement du capital humain. Dans le but de réduire considérablement les inégalités de genre et le faible accès des personnes démunies à la sécurité sociale, le gouvernement a opté pour le déploiement de l'assurance maladie obligatoire à tout résident sur le territoire national à travers la mise en œuvre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain. À cet effet, l'Agence nationale de protection sociale a convenu de l'implémenter suivant l'approche du faire-faire. Les diligences entreprises à cette fin ont permis de retenir une structure expérimentée, faisant ses preuves sur le continent, offrant une couverture fonctionnelle complète qui inclut la gestion des adhésions et des sinistres, l'émission des factures, le tout en tenant compte des besoins spécifiques de l'agence, du niveau de connectivité des formations sanitaires béninoises
et s'engageant pour la digitalisation complète du processus de prise en charge des dits sinistres. Le Conseil a marqué son accord pour la signature d'un contrat avec cette structure qui devra, dans un délai de 6 mois, s'installer et procéder au lancement de ses activités. En point 3, mission de contrôle technique dans le cadre du projet de construction de Semé-City dans la commune de Ouida, phase 1. Pour rappel, le dit projet vise à promouvoir le développement d'une économie du savoir et de l'innovation, pourvoyeuse d'emplois et de richesses, offrant un cadre favorable et attractif pour plusieurs types de partenaires. Ceux-ci comprennent les écoles et universités, les laboratoires et centres de recherche, les incubateurs d'entreprises innovantes, de même que des communautés d'étudiants, de chercheurs, d'enseignants, de professionnels, d'entrepreneurs et d'investisseurs aussi bien béninois qu'étrangers. En vue du démarrage imminent des travaux de construction, il est fortement recommandé de recourir à un bureau de contrôle technique dès la phase d'avant-projet détaillé afin de s'assurer du respect des normes de construction et de sécurité des personnes dans les bâtiments recevant du public. À cet effet, le Conseil a autorisé la contractualisation avec un cabinet spécialisé dont les missions porteront essentiellement sur les volets sécurité des personnes, solidité des ouvrages, accessibilité des personnes handicapées, fonctionnement des installations, vérification des exigences d'isolation acoustique dans les bâtiments autres que ceux d'habitation. Sont également prises en compte la vérification des installations électriques avant mise sous tension, l'isolation thermique et les économies d'énergie dans les bâtiments, l'environnement, l'hygiène et la santé. Je vous remercie. Un enseignant dans chaque discipline face aux élèves, c'est l'ambition du gouvernement. Quelles sont alors les actions menées? Dans ce sens, le ministre Kwaro Yves Tchabi se prononce. Il revient aussi sur l'objectif de limiter à 30% la proportion d'élèves orientés dans l'enseignement général. Écoutons ses propos. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 95% de couverture d'enseignants. Nous n'avons pas de souci de mathématiques en ce qui concerne les enseignants du premier cycle. Nous en avons en ce qui concerne les professeurs certifiés et nous travaillons à corriger cela. Pour ce qui est de l'éducation physique et sportive, oui, justement, à ce niveau, on n'en parle pas, mais c'est plutôt là où il y a le plus de besoins. Mais ce sera corrigé parce que notre Institut national de sport à Porto-Novo, l'INEFS, a mis donc sur le marché des centaines, environ 400 à 500 enseignants qui constituent le vivier que nous allons bientôt recruter suite à un test qui est en cours de préparation. Mais à moyen et long terme, en ce qui concerne les professeurs de sciences et de mathématiques notamment, nous pensons que cela sera réglé avec la mesure prise par le gouvernement de créer des écoles normales scientifiques et des lycées scientifiques. Okay. Et là également, les financements sont bouclés, les études sont achevées. Il est question de mettre en place des lycées scientifiques qui vont former nos enfants à partir donc de la seconde jusqu'en terminale en sciences exclusivement. Ils auront un baccalauréat scientifique et ils seront récupérés par des écoles normales scientifiques, donc des écoles normales supérieures scientifiques pour faire d'eux donc des professeurs certifiés de sciences. Déjà au niveau du technique, nous constatons une levée donc, des effectifs. J'étais au lycée Koulibaly pour lancer la première série des examens techniques et j'ai pu noter là que nous sommes passés de moins de 4 000 candidats en 2016 à plus de 12 000 actuellement. Donc les chiffres multipliés par 3-4. Et quand vous prenez les effectifs, même au niveau des filles, ces effectifs existent là, là également nous avons une flambée et cela ne va pas s'arrêter. Une nouvelle séquence de guerre bascule le Proche-Orient dans le chaos depuis octobre 2023. Une situation chaotique conséquence du conflit entre l'Israël et la Palestine. Un conflit vieux de plusieurs décennies et dont le bout du tunnel ne semble pas pour demain. Comment est né ce conflit et quelles sont les chances d'une cohabitation pacifique entre ces deux États? Élément de réponse avec William Aguiar. Au milieu de l'escalade de la guerre entre l'Israël et le Hamas,
107 ans se sont écoulés depuis la déclaration de Balfour, un document qui a conduit à la création de l'État d'Israël et qui a changé l'histoire de la région. Les Nations Unies, sous l'initiative du Royaume-Uni et d'un certain nombre de ses alliés, ont décidé, en guise de remédier à ce qu'on a connu pendant cette guerre contre les Juifs, ce qu'on a appelé la Shoah et l'extermination des Juifs. Ils ont estimé que les Juifs méritaient naturellement d'avoir un État, puisqu'ils étaient carrément des apatrides un peu partout. Et donc, ils ont pris l'initiative de créer un État d'Israël en plein cœur de ce qu'on connaissait comme étant la Palestine. C'est un conflit tout au moins qui date de la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais qui remonte beaucoup plus loin que ça. Qu'il vous souvienne que aux Israéliens, du point de vue, on va dire, biblique, il est retenu la terre promise qu'Israël attend, mais une promesse qui n'a pu se réaliser jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, étant donné l'histoire. Des considérations géopolitiques en même temps que religieuses qui ont conduit à la création de l'État d'Israël, avec à la clé l'expropriation de milliers de Palestiniens. Une décision perçue comme une occupation illégale, une injustice aux yeux des expropriés. C'est le début d'un conflit au cœur duquel se retrouve une bande de terre dénommée la bande de Gaza. C'est un territoire et sous forme de bande, quand vous regardez, c'est pour ça qu'on parle de Gaza Strip en anglais, mais un territoire qui est totalement entouré par ce qu'on appelle aujourd'hui Israël. Certains Palestiniens ou Arabes qualifient la bande de Gaza d'une prison à ciel ouvert parce que même l'accès à l'eau potable et à l'électricité, tout est contrôlé par Israël. Israël n'a pas occupé cet espace, mais a maintenu cet espace sous sa domination. De ce conflit sont nés plusieurs mouvements armés pour soutenir la cause palestinienne contre l'Israël, allié historique des Américains. Dans tout combat pour l'autodétermination, vous avez une structure officiellement reconnue, que ce soit du point de vue interne que du point de vue externe. C'est le cas, par exemple, de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, qui est née en 1964, mais que le personnage charismatique de Yasser Arafat a eu l'opportunité de prendre disons, en main à partir de 1973. Il faut dire qu'au départ, il y avait juste le mouvement de libération de la Palestine qui existait. Et c'est Israël, avec les Américains, qui ont senti le besoin d'avoir un mouvement qui va combattre ce mouvement-là, qui défendait purement et simplement la cause des Palestiniens. Ils ont éprouvé le besoin et donc ils ont créé le Hamas, techniquement. Ce mouvement à l'origine des attentats du 7 octobre 2023 qui a déclenché la riposte israélienne avec à la clé de milliers de morts, des otages, des villes entièrement détruites et régné de la Quds. L'armée israélienne, avec la précision de ses tirs, a réussi à éliminer plusieurs dirigeants de mouvements armés. Une énième guerre qui dure depuis plus d'1 an et qui se régionalise aux yeux de la communauté internationale. Un conflit dont l'unique porte de sortie est la solution à double État. Mais cette solution semble être écartée en même temps que la paix dans cette région du monde. Célébrons nos héros, c'est le thème du dîner autour duquel le parti Union progressiste Le Renouveau a réuni ses militants. Une retrouvaille pour reconnaître les mérites des différents acteurs politiques de Bopa, Lokossa et Ruyogbe, Evariste Zomaron et Samira Tchabimane. Le dîner organisé à l'intention des militants de l'Union progressiste Le Renouveau de la 18e circonscription électorale vise à célébrer leur sacrifice pour l'enracinement et l'éclosion du parti. Déjà, les élus locaux, les élus communaux et municipaux font un travail commensurable sur le terrain. Nous avons également célébré au cours de cette soirée nos élus dans la 18e circonscription électorale du Mono. L'entièreté des élus UPR du président Aké Natonde, au président de l'Assemblée nationale, au président de l'Union progressiste, Le Renouveau, ainsi qu'aux autres membres.
Dans une ambiance de convivialité, les questions liées à l'avenir du parti dans cette circonscription électorale sont également abordées. Chaque voix compte et c'est ensemble que nous pouvons faire entendre notre ambition. Mobilisons-nous pour faire de cette échéance un moment déterminant dans l'histoire de notre nation. Soyons fiers de contribuer à cette dynamique collective, car c'est notre avenir qui se dessine. Un clin d'œil particulier est fait à l'endroit des députés qui portent la voix du mono au niveau de l'Assemblée nationale. Les honorables Gladys Tossou et Alice Dadeyon, deux braves leaders dont l'engagement indéfectible au service de notre nation est une source d'inspiration pour nous tous. Nous saluons l'honorable Maouyon Kako de Bopa, l'honorable Réginald Koumagbe affilié de Grand Popo, l'honorable Dakwe Sossou, représentant de l'OCOSAM. Tous ces députés UPR du Mono, par leur travail acharné et leur sens aigu de la responsabilité, illustrent ce que signifie être représentant du peuple. Plus que jamais engagés, les militants de l'Union progressiste Le Renouveau de la 18e circonscription électorale entendent relever main dans les mains les défis à venir. Les produits locaux sont disponibles tout au long de l'année, mais la foire du consommant local de l'Atakora et de la Donga a pris fin. La clôture de ce grand rendez-vous de promotion du Made in Benin a été marquée par une cérémonie officielle à Natitengu. Jean-Claude James et Yves Agodopessi. La course pour l'animation du marché local en 2025 a visiblement démarré. L'édition 2024 est rentrée dans les archives après un bilan encourageant au terme des 10 jours d'exposition. C'est une satisfaction qu'on ait atteint la cible en matière de forêt, mais pour les années à venir, nous allons innover. Je remercie également nos différents partenaires en les exhortant à nous accompagner en appuyant les transformatrices qui peut-être veulent adopter la démarche qualité. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, une fois encore, merci à monsieur le maire de nous accorder l'espace de l'ancien Otoga afin que toute sa population connaisse la valeur du consommant local. Consommant local est un acte de souveraineté. L'objectif pour les prochaines éditions est clair, l'engagement des partenaires total. Le public peut déjà prendre le rendez-vous d'une foire plus innovante. Continuer de soutenir nos produits, nos producteurs et artisans, car c'est en valorisant nos ressources locales que nous contribuons à un avenir meilleur pour Natitengu. En tant que partenaire technique et financier, nous réitérons ici notre engagement et notre disponibilité à toujours accompagner de telles initiatives pour que, ensemble, nous puissions porter plus loin les produits locaux. La participation des forains à d'autres foires, surtout à l'international, est l'une des priorités du ministère de l'Industrie et du Commerce. À chaque forain, il délivre alors une attestation. L'autorité de régulation du secteur de la santé poursuit sa mission de sensibilisation à la sécurité des patients. Elle était dans le zoo pour se pencher sur le déploiement des dispositifs de sécurité des patients. Les détails avec Pierrette Adayossi et Canel Capou. Avez-vous déjà entendu parler de la sécurité des patients? La réponse est non pour nombre de personnes ici. C'est pourquoi cette tournée itinérante des membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé est initiée pour une meilleure explication du concept, la sécurité des patients, mais aussi et surtout de faire connaître les attributions de l'institution aux acteurs du système sanitaire ainsi qu'à la population. Nous avons rencontré une population qui était à l'écoute et qui a pris la peine de poser des questions sur les problématiques qui la touchaient et les difficultés qu'elle rencontrait au cours de la recherche des soins de santé, et ce qui est identique à ce qu'on a déjà vu dans les autres départements. Et enfin, les acteurs du secteur de la santé qui, eux, ont montré leur inquiétude dans les modalités de déploiement et de mise en œuvre et certains aspects
pour approfondir la compréhension qu'elles ont de ce secteur. Surtout, elles ont évoqué qu'elles se sentaient un peu fragilisées, mais nous les avons rassurées que ce dispositif était aussi bien pour assurer la sécurité des patients que des professionnels du secteur de la santé. L'arrivée de cette mission nous a permis de connaître d'abord la structure, ce que c'est que l'autorité de régulation du secteur de la santé, comment ça fonctionne, et puis aussi la partition que nous devons jouer en tant que représentants de la communauté et aussi les bénéficiaires directs qui sont les patients. Ils nous ont montré tout ça là, on est fiers de leur arrivée. L'autorité de régulation du secteur de la santé a pour mission de veiller à la réalisation du droit à la santé pour tous par l'amélioration continue de l'offre et de la qualité des soins. Après l'étape du zoo, la délégation est attendue dans le département du Mono. Opération de collecte de sang au port autonome de Cotonou. Elle est soutenue par la Fondation Claudine Talon et l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. Ceci vise à renforcer les stocks de sang et à sauver des vies. Christelle Tongodo et Benjamin Denayon. Ambiance solidaire au port autonome de Cotonou. Dans ce centre stratégique de l'économie béninoise, les acteurs portuaires se mobilisent autour d'une cause précieuse, le don de sang. Le sang est un liquide précieux et vital qui est d'une importance capitale pour la survie de l'espèce humaine. Et nous sommes dans une période de pluie. Et nous savons qu'aujourd'hui au Bénin, toutes les 3 minutes, une poche de sang est demandée. Et pour aider les enfants à mieux vivre, parce que si ça manque, on perd beaucoup d'enfants. Et nous sommes dans la période de décès infantile. Du coup, c'est un geste hyper important pour solliciter autant que nous sommes, ceux qui sont bien sûr favorables au don, parce que tout le monde n'est pas favorable, ceux qui sont favorables au don doivent vraiment faire le geste utile. On a mis ensemble les acteurs portuaires pour encore agrandir les faits et d'avoir un impact encore plus important que les dernières années. Alors le don de sang, on commence aujourd'hui dans le port et après il y a Sobemap, AGL qui participent aussi avec l'initiative de nouveau pour vraiment avoir l'impact le plus important possible. Cette initiative, désormais une tradition au port de Cotonou, mobilise chaque année des centaines de travailleurs et cette fois les attentes sont encore plus grandes. Nous espérons vraiment cette année au moins doubler la quantité que nous avons reçue l'année dernière. C'est l'occasion aussi de remercier et solliciter la Fondation Claudine Talon qui répond toujours à nos sollicitations de nous accompagner dans cette collecte que nous faisons annuellement. Un geste simple, un impact immense. Au port de Cotonou, la solidarité prend chaque année tout son sens. Du 4 au 8 novembre prochain se tient à Cotonou la Semaine du numérique 2024, un événement axé sur des sujets d'actualité pour renforcer l'écosystème digital du pays. Avec le thème numérique et médias, nouveaux canaux, nouveaux défis, la SUNOM veut mettre l'accent sur les transformations que le numérique impose aux médias. Ulvaeus Balogun nous parle ici des attentes. C'est un événement clé de l'écosystème digital du Bénin, dont l'une des missions est d'œuvrer pour l'accélération de la transformation numérique et pour préparer les jeunes à saisir les opportunités offertes par le numérique. La Semaine du numérique, édition 2024, s'annonce comme le rendez-vous tant attendu pour sortir les médias numériques de l'ornière. Avec l'essor de l'intelligence artificielle, la Semaine du numérique veut accorder une attention particulière à cette technologie, notamment pour son application dans les médias. Le thème numérique et médias, nouveaux canaux, nouveaux défis, explore les transformations que le numérique impose aux médias et la manière dont ceux-ci peuvent s'adapter aux nouvelles attentes et usages. La question de l'adaptation des médias traditionnels aux nouveaux canaux tels que les réseaux sociaux, les plateformes de streaming et les podcasts, la question de l'éthique et de la fiabilité dans les médias numériques et celle de la formation des journalistes aux outils numériques sont des rendez-vous au cœur de cette semaine. C'est dire que la Semaine du numérique 2024 se positionne comme une occasion pour explorer des solutions innovantes et durables afin d'assurer que les médias béninois tirent le meilleur profit des opportunités numériques tout en répondant aux défis
contemporain. Salubrité dans les villes, la SGDS sort de gros engins pour la collecte des déchets, l'entretien des ouvrages d'assainissement et la gestion des boues de vidange. On voit le sujet avec Gloria Ouni et Ramatoulawani. L'esthétique urbaine relève d'une ville propre. La Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS dispose de nouveaux équipements. Avec les nouvelles tenues qui ont été fournies par notre partenaire, la GDIZ, ces agents sont plus visibles dans la nuit. Nous avons renforcé le dispositif de sécurisation des chantiers de balayage avec des panneaux lumineux, plus de plots. Tout ça pour faire face aux difficultés constatées et améliorer l'existant. Tout un arsenal de pointes pour faciliter l'intervention de ces agents et leur permettre d'être plus vigilants lors de l'exercice de leurs fonctions. L'objectif est de pouvoir desservir tous les ménages en tout temps, en toute saison. Et pour cela, comme vous le voyez derrière moi, les partenaires avec qui nous travaillons, les PME avec qui nous travaillons, ensemble, nous avons eu à choisir des camionnettes, des tracteurs, des tricycles diesel, autant de matériel pour pouvoir toujours garantir la desserte. Nous avons trouvé une solution idéale qui est l'adaptation des tracteurs avec des remorques, des tracteurs qui baignent facilement et qui ont un accès plus facile à des zones difficiles. Ces engins sont conçus pour collecter les déchets dans les zones les moins accessibles. La Société de gestion des déchets et de la salubrité adopte des pratiques innovantes pour satisfaire les populations. Voyons maintenant la cérémonie de remise de prix d'excellence de la ceinture et la route de la soie. Occasion de célébrer non seulement le talent des étudiants béninois pour la qualité de leur recherche et innovation, mais également l'ambassadeur de la Chine près le Bénin en fin de mission, Edmond Rumbo et Arnaud Adadia. Le travail bien fait a toujours un prix. Ce défenseur de la cause du Bénin auprès de la Chine est ici récompensé à l'occasion de la cérémonie de remise de prix d'excellence de la route de la soie. On ne peut pas penser aux jeunes qui sont les grands cadres de demain sans faire en sorte que les entreprises prennent corps, que les start-up soient encouragés. Pour que cela soit ainsi, ça passe par un ensemble de critères, d'étapes, dont l'étape fondamentale, c'est le sérieux au travail. Permettez-moi de remercier chaleureusement Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine, notre partenaire traditionnel depuis 2019. Votre soutien indéfectible a été essentiel pour mener à bien cette activité. Le gouvernement du Bénin, le président Talon, est en train de construire le pays par excellence. Le Bénin aussi a besoin de l'excellence. Donc pour cette raison, nous avons créé avec Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique cette prix d'excellence de l'initiative à la ceinture et à la route. Je vous félicite toutes les lauréats et lauréates parce que vous avez gagné ce prix à travers vos efforts inlassables. Il s'agit d'une prime d'encouragement de la Chine en collaboration avec le Bénin, prime adressée à la crème de la crème, comme c'est ici le cas des chercheurs et innovateurs des universités du Bénin. Nous avons vu que c'est quand la personne pousse, la porte s'ouvre. Donc nous avons voulu faire un truc vraiment simple avec les capteurs ultrasoniques. Quand la personne est vraiment à l'approche de la porte tourne elle-même. Cet ambassadeur de la Chine près le Bénin a œuvré pour hisser le Bénin sur le toit des pays développés. À juste titre, le Bénin lui dit merci. Le Centre culturel artistique Africa a abrité le concours de théâtre scolaire sur les thématiques du projet Souhaite Bénin. Objectif, dénicher des talents artistiques chez les plus jeunes. Regardez. Ce n'est pas de votre faute. C'est la faute de votre délégué. Fleur Frippi. C'est au bout de cette pièce théâtrale que le CEJ l'entend prend le dessus sur les autres collèges.
Plusieurs collèges d'enseignement général ont participé à ce concours. Il s'agit du CG Segbea, du CG L'Entente, du CG Sorolere et du CG Weiho. Tous ont compéti sur divers thèmes. Le projet Soued Bénin a choisi les élèves ou les apprenants pour faire en même temps une sensibilisation de masse dans la communauté éducative sur les thématiques grossesse non désirée en milieu scolaire, les violences basées sur le genre et le maintien des filles à l'école. Ce concours de théâtre scolaire a été initié pour accompagner et promouvoir les classes culturelles pour faire connaître le travail qui est fait à la base dans nos établissements scolaires. Le projet Soued a voulu encourager les apprenants et les exhorter à être des professionnels dans les arts et la culture. Le projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel Soued Bénin poursuit ses activités dans le cadre du concours de théâtre scolaire. Initiative qui vise à dénicher des talents artistiques chez les plus jeunes. Aujourd'hui, l'entente dans le département du littoral vient de remporter la première place pour ce concours de théâtre scolaire. Je vous dis, c'est la joie. Parce que ce n'est pas les enfants qui sont évalués, c'est nous, encadreurs culturels, qui sommes évalués. Je vous assure que d'ici 5 ans, 10 ans, ce qu'on a vu là, nous aurons des acteurs, des hommes de théâtre, des comédiens avérés, professionnels. Et là, je suis sûr que l'avenir est bien garanti. La culture, c'est ça qui gagne. Le Bénin sera révélé à travers le théâtre et à travers la culture. Des pièces de théâtre réalisées et présentées par les élèves des classes culturelles sur les thèmes violence basée sur le genre en milieu scolaire, grossesse non désirée, la scolarisation et le maintien des filles à l'école ont été très édifiants. On prend la direction de la commune de Waké dans le département de l'Adonga. Les Lokwa de la localité ont donné le top de la fête des Chicotes, une tradition des ancêtres transmise de génération en génération. Retour sur l'ambiance du Kamou à Badjoudé et Waké, centre avec Jean-Claude James. Des équipes de 2 concurrents bien entraînés pour la flagellation se succèdent sous le regard admiratif du public. Adolescents et jeunes sont en pleine fête de Chicote ou le Kamou. Le Kamou est une épreuve d'entraînement à la résistance, à la bravoure. Le Lokwa a dit il faut s'entraîner pour attendre désormais la guerre. Les chasseurs étaient allés en brousse, ils ont constaté que les diables se chicotaient sérieusement tel que nous le faisons ici. Et cela leur permettait de classer les gens selon leur catégorie, leur âge. Donc les Lokwa ont triché cette expérience. Un rite initiatique en milieu Lokwa. Cette année, juste après le lancement à Badjoudé, la population de Waké Centre rallie le stade Omnisport pour célébrer son Kamou. Le message que j'ai à passer, c'est pour dire à nos populations de ne jamais lâcher la culture. Si nous laissons tomber, les enfants ne sauront pas ce qu'on appelle Kamou. Or, c'est pour éliminer la peur. Les populations ont compris l'enjeu de la quête de l'identité, de retour à nos sources traditionnelles. Vous avez vu vous-même la grande mobilisation qui s'est faite autour de cette fête. Je voudrais remercier toute la population. Je veux remercier très principalement les chefs coutumiers, les chefs traditionnels, les chefs villages et tout le conseil communal pour l'appui que nous avons donné aux manifestations culturelles depuis notre mandature. Nous sommes en train d'aller vers la fin de notre mandat et nous pouvons nous réjouir que quelque chose dans ce secteur-là a été fait. Les populations ont continué la fête dans la soirée grâce à l'innovation du comité d'organisation. Un concert d'artistes à Badjoudé. C'est la rencontre des mannequins et des acteurs au plan local. Le Marxist Fashion Night 3 est une nuit de défilé de mode. Elle s'est déroulée devant un public de passionnés des tenues locales originales. Julia Kouikou et Arnaud Adadja. Ce défilé pas comme les autres s'ouvre dans un bar autour d'une histoire de choix de jeunes filles à des fins de vie ensemble. Une étoile brille.
Les personnages sont composés de mannequins habillés en tenue locale. À travers ce scénario, la maison de mode Marcis Fashion propose différents modèles issus du canevas appelé pain tissé du Bénin qui prêtent à des circonstances décrites sur la scène. Et elle est reconnaissante envers cette fille qu'elle avait rejetée. Comme vous l'avez constaté, ce n'est pas un défilé comme tout autre. Nous avons essayé d'apporter une touche particulière à ce qui se faisait déjà. Notre objectif, c'était vraiment de capturer l'attention des spectateurs, de les amener à rester du début jusqu'à la fin. Et je crois que cet objectif, il est atteint. Un défilé vraiment spécial, créatif, innovant, qui sort complètement des codes habituels que nous connaissons. Un défilé qui raconte une histoire qui est intéressante. Et j'ai vu la créativité également de l'organisatrice. Il y a de quoi vraiment être fière de la culture de notre pays, être fière des stylistes que nous avons au Bénin et à vraiment les soutenir. Je ne porte même plus les choses importées parce que je ne sais pas ce que les gens cousent ailleurs que nos stylistes ne réalisent pas ici. Marcis Fashion Night 3 a été une réussite et ce n'est pas sans le soutien du ministère de la Culture. Faisons pour finir le tour de l'actualité internationale avec Marcella Rossi. Devenues de plus en plus fréquentes et intenses, les inondations en Afrique sont souvent attribuées au changement climatique, bien qu'elles soient également influencées par d'autres facteurs comme l'urbanisation non planifiée et la déforestation. Toutefois, il est essentiel de comprendre que ces phénomènes sont le fruit d'un enchevêtrement complexe de facteurs climatiques, environnementaux et humains. Dans notre région, l'Afrique de l'Ouest, le Sahel en particulier, et surtout en Afrique centrale, on a noté un déclin des systèmes d'observation. Il y a de moins en moins d'observations disponibles, notamment dans les zones de conflit. Parfois, c'est dû au conflit, parfois, c'est dû, et souvent aussi, à un manque de financement. À Lagos, au Nigeria par exemple, selon les experts, une urbanisation effrénée a conduit à une recrudescence des inondations annuelles, avec des dégâts importants sur les infrastructures. La présidentielle américaine de 2024 s'articule autour de plusieurs enjeux majeurs qui façonnent le débat public. Entre Kamala Harris, la candidate démocrate, et Donald Trump, le candidat républicain, la campagne se resserre. Alors que le scrutin est prévu pour le 5 novembre, les deux candidats sont au coude à coude, notamment dans les swing states décisifs, comme la Pennsylvanie, le Michigan et la Géorgie. Dans ces États, les écarts sont minimes, avec souvent moins d'un point de différence entre les deux. Harris a réussi à obtenir le soutien de plusieurs figures influentes, y compris Arnold Schwarzenegger, en tentant de séduire les républicains modérés et les indécis. Elle mise également sur une campagne marquée par des rassemblements symboliques comme celui au National Mall à Washington, soulignant sa volonté de contraster avec Trump sur la question de la gouvernance et de la réconciliation nationale. De son côté, Trump intensifie ses efforts pour mobiliser ses partisans en se présentant comme infatigable malgré les critiques sur son état physique et mental. Il reste populaire parmi une large base républicaine, bien que les scandales et polémiques continuent de peser sur sa candidature. La situation reste incertaine à quelques jours du vote et les résultats pourraient dépendre largement de la mobilisation dans les États clés. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.